Do we start? Are you okay, Olivier? Yeah, yeah. I'm going to introduce you a little bit. So for the new incomers, as mentioned before, we're going to start this Dev Fest, this journey of Dev Fest with Julien Landry as the first speaker. He's the CTO of the Zeneca company and also a Google Developer Cloud expert. And he's going to talk about Cloud Run and everything you need without the Kubernetes technologies. So I will let you to speak, Julian. Thank you. Thank you for the organizer team to introduce myself and invite me to present today. I discussed with Thierry, which is one of the organizers of the DevFest Month, since I think it's May or April. I'm very glad to be there for the first DevFest in months in Belgium. I will introduce myself and then I will go back in French. The slide is in English, but I didn't prepare in English, so I'm sorry for that. Could you please indicate in the chat if you're interested to me that I speak in English or if French is okay for you? Do not hesitate to indicate me. We are not so, yeah, there is not a big crowd, so. Okay, thanks, Maxime, for your feedback. So to introduce myself, so I'm Julian. I work at Zeneca as a CTO. I'm also, since 2011, I co-created the GDG Nantes, which is organizing the DevFest Nantes, one of the biggest DevFest in the world. You can see the logo because each year we are doing a different team. And I'm also a GDE, Google Developer Expert on the cloud part. So let's go back in the future and I will speak in French. Donc partons un petit peu dans le futur. Moi, je suis sorti d'école en 2006 et puis voilà, j'ai commencé dans une première société à déployer. Et puis quand on développait et on déployait, on faisait un certain nombre de choses. Pour faire la construction des livrables, on avait à l'époque, il n'y a pas vraiment encore de mécanisme de CI/CD comme, je sais pas moi, Jenkins, CircleCI ou autre. Donc il fallait faire un peu tout sur son poste, partager, le mettre à disposition ailleurs, etc. Et puis après, il fallait récupérer le livrable, l'installer sur un serveur en particulier et vérifier que ça fonctionne bien. En 2009-2010, j'ai commencé à jouer avec un outil que Google sortait. Et du coup, j'ai voulu regarder un peu ce que c'était du coup le fait de pouvoir déployer du code source, que ce soit disponible entièrement d'un point de vue global sur Internet, pour faire des choses que eux, Google, utilisaient beaucoup en interne pour faire des produits comme Gmail, ce genre de choses. Donc je me suis dit, allez, je vais regarder un peu ce que ça donne. Et puis c'est en étudiant ce projet-là que je me suis rendu compte que c'était vraiment très intéressant de pouvoir vraiment se concentrer sur le code, l'envoyer donc à ce produit-là qui est App Engine, qui est le pass de Google, et puis en fait que faire en sorte de regarder que lui, il gère le reste. Ok. Donc voilà, j'ai développé pas mal d'applications pour des associations. Pour par exemple aussi, on jouait pas mal à la pétanque. Donc j'avais créé Pétanque Party, un petit produit pour faire un classement entre copains à la pétanque. Donc voilà, et tout ce genre de choses étaient disponibles sur Internet directement. À l'époque, c'était aussi le début de tout ce qui était smartphone. Donc très rapidement, voilà, en 2G, 3G, 4G, voilà, on pouvait jouer et indiquer ses scores. Donc c'était très pratique. Et puis finalement, c'est ce qui m'a donné un petit peu envie de devenir après derrière, de continuer sur, on va dire, la plateforme cloud de Google, qui fait qu'aujourd'hui, je suis GDE, puisqu'on va dire que j'ai suivi, en fait, tout au long de la création du cloud de Google depuis 2010, j'ai suivi un petit peu les différentes étapes par rapport à ça. Si on regarde plus spécifiquement App Engine, donc c'était un des premiers passes, hein, donc il y avait des choses autour des Roku, etc. aussi à l'époque. Ce qui était intéressant, c'est que le nombre de runtime était limité, donc ils ont commencé par Python, après du Java, du Go, du PHP, puis maintenant il y a aussi d'autres choses de supporter. Mais ce qui était intéressant, c'était vraiment un runtime limité où, par exemple, pour faire un appel HTTP, il fallait avoir une librairie spéciale de Google pour pouvoir finalement traverser les firewalls de Google. Donc il y avait vraiment un certain nombre de contraintes, on va dire, par rapport à ça, ce qui fait que, vu qu'on utilisait des librairies spéciales, on avait une notion de vendeur lock-in, c'est-à-dire qu'on était lié
à la solution finalement propriétaire un petit peu du cloud provider. Donc ça, c'était un peu le côté un peu nul de la solution, mais d'un autre côté, bah, une fois que j'avais ça en place, que ce soit du coup pour faire des appels HTTP, faire un système de file d'attente ou envoyer des emails, etc. Voilà, j'avais quand même pas mal de choses disponibles sur l'étagère. Et puis, bah, en une ligne de commande, je pouvais déployer. Je pouvais aussi plugger du coup un custom domain name, donc pouvoir gérer ces sites web comme on veut. Donc typiquement pour l'association GDG Nantes, on a les différents noms de domaine defs2012.gdgnantes.com, defs2013.gdgnantes.com, etc. Et en fait, à chaque fois, c'est un projet App Engine qui est dédié. Ce qui était intéressant aussi, c'est que bah, le déploiement est tellement simple qu'on a envie de déployer très fréquemment. Et en fait, les versions sont à chaque fois disponibles côté cloud provider. Donc les différentes versions, on les voit disponibles dans App Engine. Et finalement, passer une version en production, c'est finalement rediriger le trafic vers une version précise. Donc ça aussi, c'est quelque chose que j'aime bien raconter. Voilà, je pouvais dans le bus pouvoir changer la version du site du DFS Nantes parce qu'en fait, les versions étaient déjà uploadées, disponibles sur Internet. C'est juste que le trafic par défaut, quand tu tapais dfs.gdgnantes.com, allait sur une version N et moi, je voulais qu'il redirige sur une version N+1. Automatiquement, j'avais un système de cache que je pouvais paramétrer, donc une notion de CDN, Content Delivery Network, qui permet d'avoir, on va dire, du cache au plus près de ses utilisateurs, donc typiquement les fichiers statiques HTML, CSS, etc. Du scaling de 0 à N, donc ça c'était intéressant aussi, c'est que la nuit ou au mois, le DFS, du coup, nous on l'organise plutôt en octobre-novembre, maintenant c'est en octobre, mais typiquement au mois peut-être de février ou mars, il y a très peu de personnes qui s'y connectent. Donc typiquement, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un scaling qui part de 0. Si on représente ça d'un point de vue par rapport à ce que j'avais l'habitude de faire, donc je partais d'un monde où bah, pour déployer, voilà, c'était des solutions on-premise, il fallait construire ces éléments soi-même. Et puis, bah, voilà, pour faire quelque chose d'une application, on va dire standard web, c'est-à-dire disponible sur Internet, avec un nom de domaine, qui gère différentes versions, qui est capable voilà, de faire appel à d'autres services très rapidement, etc. Bah, en fait, finalement, quand on le fait soi-même, c'est le point d'interrogation. C'est-à-dire que ça apporte de la valeur, vous êtes en train de créer quelque chose. Par contre, c'est assez complexe, mais on ne sait pas trop, c'est un peu l'inconnu. Donc, l'idée, c'est de mettre le point d'interrogation pour expliquer de là où je pars. Ok. Donc, ce n'est pas forcément l'utilisation du cloud. En termes de complexité, bah, je considère que quand on fait des choses soi-même sur son laptop ou avec des serveurs, bah, on utilise aussi des libs externes. Hein, on n'est pas là en train de tout recoder. Donc, même si App Engine fallait des libs externes de Google, on va dire que le point d'interrogation, on utilise aussi des libs externes. Voilà, que ce soit en Python, en Java ou autre, on utilise aussi des libs pour faire un certain nombre de choses. Donc voilà. Par contre, ce qui était intéressant avec App Engine, c'est vraiment tout l'aspect, hop, je déploie, j'ai les versions prêtes, je peux envoyer un lien pour une pré-version à l'avance, ce genre de choses. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de super. Autre chose aussi qui m'a motivé un peu dans tout ça, bah, c'est le fait que App Engine, du coup, voilà, ça a été créé en 2008, en même temps que le Golang. Et puis, bah, moi, j'ai eu la chance, du coup, d'aller à différentes Golang. Et à chaque fois, c'est vrai qu'on parlait d'App Engine quand même à ce moment-là, quand Cloud Next n'existait pas. Cloud Next, c'est la nouvelle conférence dédiée, du coup, aux aspects cloud. Mais du coup, historiquement, ouais, tous les aspects cloud étaient aussi au Golang. Donc, très intéressant. Donc ça, on va dire, c'est 2008, 2010, 2012. Après, il y a tout un aspect qui arrive, qui est le monde de la conteneurisation. Ok. Donc nous, voilà, j'ai eu la chance de continuer à aller de temps en temps au Golang à San Francisco, voilà, en 2015, en 2016, et c'est vrai que Docker, c'était vraiment étonnant parce que on en entendait parler de cette technologie-là partout. Mais quand je dis partout, c'est on prenait le bus à San Francisco, tu entendais quelqu'un parler de Docker, tu t'arrêtais dans un bar, tu avais une chance sur deux pour que quelqu'un parle de Docker. Donc c'était vraiment étonnant. Du coup, ça m'a donné envie de creuser aussi. Et puis, bah, côté Zenica, on a aussi creusé. Donc c'est là que j'ai voulu tester un petit peu cette technologie bah, innovante. Donc il a fallu se remettre à des concepts Linux, hein, mais bon, finalement, c'est plutôt cool aussi de revoir un peu les bases de ce qui est le monde Linux, puisque finalement, les cloud providers, sans Linux, voilà, il n'y a pas grand-chose. Donc il y a Docker, donc il a fallu apprendre Docker. Ce qui est intéressant de voir, c'est que moi je le considère un peu comme un packaging universel, c'est-à-dire peu importe la technologie, les dépendances, ce genre de choses, on met tout dans son image Docker, et puis derrière, bah, on peut popper des conteneurs un peu partout. Ça, c'est une chose vraiment intéressante.
Évidemment, c'est pas toujours évident sur les postes de dev Mac et Windows. Donc très rapidement, il y avait des choses autour de Docker Desktop. Bon, dernièrement, il y a eu pas mal de bruit aussi avec Docker Desktop. Je ne vais pas forcément rentrer dans l'histoire. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il a fallu apprendre, comme je le disais, des concepts Linux, comprendre les options du démon. Et puis, il y avait une grosse interrogation en 2016 sur la sécurité, finalement, le fait d'avoir un certain nombre d'appels système qui traversent certaines couches, le fait de pouvoir partager une partie de son système de fichiers. Voilà, il y avait pas mal de questions autour de ça. Les bons points par rapport à Docker, c'est que c'est open source. On peut vraiment reproduire ces environnements. On est sur des concepts éphémères, c'est-à-dire qu'on préfère privilégier de popper une nouvelle instance que réutiliser une ancienne. Ça marche avec tous les runtime, on va dire, de dev. Hein. L'aspect runtime, c'est plutôt pour dire que ça marche un peu pour tous les développeurs. Les conteneurs, ça démarre très rapidement, hein, plus rapidement que les VM. Et puis, ça a été vraiment très populaire. Hein. Ça a été une vague Docker. Il y a eu beaucoup d'images et beaucoup de services cloud qui l'ont adopté assez rapidement. Quand on regarde un petit peu, du coup, ce que ça représente en termes de valeur complexité, ça apporte un peu plus de valeur qui est différente d'App Engine. C'est plus dans l'aspect packaging et le fait d'être, du coup, sans forcément de vendeur lock-in, d'avoir la possibilité de promouvoir son livrable d'environnement en environnement. Donc ça, c'est des choses vraiment très intéressantes. Par contre, c'est un peu plus complexe. Il faut apprendre la mécanique de Dockerfile, le concept de conteneur, peut-être certains aspects en termes de concept Linux. Donc voilà. Après, il y a de la valeur ajoutée dans le sens où il y a pas mal de cloud providers qui l'ont adopté assez rapidement. Donc c'est là qu'on commence aussi à avoir des principes un petit peu aussi d'infra as code qui commencent à arriver. Donc moi, Docker, je suis très content. J'aime bien un techno. Et du coup, en fait, je deviens formateur Docker à Zenica parce que ça m'intéresse de partager ces éléments-là. Et puis, j'ai un repo GitHub aussi que j'essaie de maintenir comme je peux, qui est Alpine Chrome. Je pourrais le partager après derrière dans le chat. Voilà, pour essayer de faire un Chromium headless le plus léger possible dans des conteneurs Docker. Alors cette année, ça tombe bien, hein, c'est les 30 ans de Linux. Donc c'est vrai qu'il faut applaudir Tux, hein, il a quand même 30 ans cette année. Donc c'est intéressant de voir aussi comment vraiment les cloud providers ont contribué à faire en sorte d'améliorer Linux et finalement comment Linux aussi a permis aux cloud providers d'avoir ce genre de choses. On va dire 95% des éléments d'infra ou autres qui sont effectués par les cloud providers tournent sur de Linux en dessous. Quand on regarde en fait après le passage et l'adoption en fait du coup de Docker, on voit que 2007, donc il y a les C-groupes contribués notamment par Google, il y a C-groupe V2 par Facebook, il y a LXC, il y a Docker qui est arrivé, il y a Kubernetes aussi où Google a été vraiment un petit peu au début fer de lance. Alors il continue à contribuer, mais on va dire que c'est un projet vraiment avec énormément de contributeurs. GKE, donc vraiment l'idée de se dire aussi que ce qu'ils ont fait sur Kubernetes, ils le proposent en service un peu plus managé. Et puis le fait d'avoir redonné Kubernetes à la CNCF, qui elle du coup porte un petit peu la santé et la gouvernance en fait de ces projets open source. Et puis évidemment les autres cloud providers, donc Azure, Amazon derrière, qui ont adopté aussi Kubernetes. Ce qui m'a fait de faire le lien en fait avec la notion d'orchestration. Ok, donc on a vu qu'on a la possibilité avec App Engine d'avoir une appli disponible au grand public sur Internet. On a vu avec Docker qu'on est plutôt à pouvoir gérer des instances qui sont répétables. Mais la question, c'est comment on gère vraiment le scaling finalement de nos artefacts à une échelle beaucoup plus grande. Donc avec App Engine, on a vu c'était un petit peu transparent, ça scale de 0 à n de façon transparente. Docker, de base, on peut popper un ou deux Docker, mais l'idée, c'est de travailler avec un orchestrateur où on va lui indiquer l'état que l'on souhaite et il va faire en sorte que l'état désiré, l'état actuel corresponde à l'état désiré. Donc on a Kubernetes que moi je découvre en 2018 avec une première presse au GDG Cloud Lyon en janvier 2019. Donc un concept intéressant, vraiment mis en avant côté Google notamment. Et donc l'idée vraiment de faire de l'orchestration de conteneurs à l'échelle. Ok, donc à l'échelle, vraiment dans l'idée de se dire que là, on n'est pas en train de gérer 1 à 5 ou 10 conteneurs, mais vraiment d'avoir la possibilité de monter à des centaines d'éléments scalables, voire des milliers, des dizaines de milliers. Donc là, il a fallu regarder des nouveaux concepts. Donc le fait d'avoir des concepts de pod, de services, de plein d'éléments de deployment, etc. Et puis la syntaxe YAML qui va avec. Donc pas toujours évident non plus quand on s'y met.
Ce qui est intéressant, c'est que c'est un projet vraiment aussi, de la même manière qu'il y a eu Docker, Kubernetes est vraiment aussi très populaire, avec vraiment une fondation open source en dessous, donc avec la CNCF, qui permet vraiment d'avoir des choses très bien documentées, un certain nombre d'événements pour discuter autour de Kubernetes. Voilà, vraiment une belle santé, on va dire, open source pour documenter, fixer, améliorer le produit. Il y a aussi le fait que Kubernetes, de la même manière que Docker, ça a été vraiment supporté rapidement par les cloud providers. Et puis, l'idée de Kubernetes, c'est vraiment de gérer des problèmes de scalabilité, mais vraiment à l'échelle, hein. Donc, vraiment l'idée de aider certaines sociétés de passer de, on va dire, 500 à 1000 conteneurs, 1000 instances disponibles. C'est vraiment dans une démarche PET versus Cattle. Donc, PET, c'était un peu le point d'intégration du début, c'est-à-dire qu'on sait exactement où est installé notre livrable, où sont les logs, comment arrêter les services, etc. Là, on est plus dans un mode troupeau, c'est-à-dire que voilà, on a un ensemble de vaches. Si on a une qui est malade, on l'envoie à l'abattoir et on en récupère une autre. Donc, l'idée vraiment d'avoir un certain nombre d'instances et d'avoir un orchestrateur qui surveille ça avec une vision un peu plus haute. Et puis, le point que j'ai indiqué qui est le plus important, c'est le fait vraiment aussi d'avoir cette notion d'état désiré, d'état actuel, hein, qui fait un petit peu la définition de la notion d'orchestrateur. On va vraiment déclarer ce qu'on souhaite avoir et on va avoir du coup l'état actuel, l'orchestrateur qui va faire en sorte que l'état actuel corresponde à l'état désiré. Et donc, si je mets à jour mon état désiré pour passer de 3 instances à 5 instances, et hop, on va voir que l'état actuel, il y en avait que 3, il va en popper 2 autres. Et que si je remets à jour l'état désiré pour passer à 2, l'orchestrateur va voir qu'il y en a 5 et qu'on en veut 2, donc il va en killer 3. Donc, tout cet aspect-là qui est intéressant. Et aussi sur le mécanisme de résilience, hein, s'il y a une instance qui tombe, du coup, on passe de 3 à 2, sauf que l'état désiré, c'est 3, donc il va en popper une nouvelle automatiquement. Donc, tous ces aspects-là qui ajoutent quand même aussi pas mal de solutions, de possibilités à nous, côté développeurs et Ops, hein, par rapport à tout ça. Donc, Kubernetes, moi, je le mets à ce niveau-là parce que, voilà, en termes de valeur, en termes de scalabilité, ça apporte pas mal de choses. La notion de PET versus Cattle qui est intéressante. On a la notion d'orchestration avec la notion de nœud qui accueille nos apps. Bon, c'est intéressant, mais on l'a vu, il y a beaucoup de concepts autour de ça. Donc finalement, ça apporte aussi de la complexité. Donc il faut toujours un petit peu regarder ces aspects-là. Et c'est pas toujours évident quand on choisit un produit, finalement, de savoir quel élément on souhaite vraiment privilégier. Mais en fait, quand on regarde dans le détail, Kubernetes, ça peut faire beaucoup plus de choses. Okay, quand on regarde Kubernetes dans le détail, si on veut mettre à jour des éléments, on a des rollout updates qui peuvent faire des rollbacks automatiquement. Il va falloir apprendre à bien gérer les health checks, donc les sondes de santé, pour savoir si nos éléments peuvent recevoir du réseau ou sont toujours up. Si on veut vraiment gérer à l'échelle le fait d'avoir plein d'instances, il va falloir gérer aussi un load balancer à l'entrée, hein, qu'il va falloir configurer pour dire comment on le gère. Si on veut ajouter un custom domain et faire le traffic splitting, on peut le faire, mais voilà, il faut ajouter des produits par exemple comme Traffic. Si on veut faire du service mesh, donc avoir différents nœuds un peu partout, que ce soit transparent, la façon dont on les appelle, il y a un produit qui s'appelle Istio. Si on veut faire du scaling depuis zéro, voilà, il faut utiliser d'autres produits comme Keda qui puissent porter côté Microsoft ou Knative côté Google. Si on va faire de la sécurité, voilà, il y a d'autres briques comme Falco, etc. Donc on voit qu'il y a plein de plugins, de projets annexes autour de Kubernetes et de la CNCF aussi, hein, d'ailleurs, parce que la majorité de ces projets-là, finalement, sont aussi dans le cœur de la CNCF. Donc, finalement, moi, j'ai trouvé ça un peu difficile parce que il y avait finalement trop de choses. Et puis après, derrière, d'un point de vue Ops, il faut upgrader les composants. Après, derrière, on veut stocker peut-être des objets qui sont un peu plus stateful dans Kubernetes, c'est compliqué. La notion de backup, la sécurité, les accès, le prix. Bon, tout ça, en fait, ça rajoute vraiment une surcouche aussi que je trouve assez complexe. Et puis finalement, ça faisait trop de choses pour moi. Donc, ce qui est intéressant, c'est que moi, Kubernetes, j'apprécie ça. Mais je suis resté d'un point de vue utilisateur de Kubernetes, donc plutôt la première partie. Donc après, j'essaie de représenter finalement Kubernetes, si on veut bien gérer tout ce qu'il y a autour de Kubernetes. J'ai représenté avec des pointillés ce que ça représente pour moi en termes de complexité, donc ça va beaucoup plus loin. On peut ajouter beaucoup plus de choses en termes de valeur, mais on voit qu'on s'écarte vraiment aussi d'avoir quelque chose de peu complexe et qui apporte beaucoup de valeur, puisqu'en fait, sur l'échelle, par rapport à App Engine, oui, ça apporte un peu plus de valeur, mais c'est pas non plus x2. Et donc, ce qui est intéressant de voir, moi, c'est que je suis resté vraiment dans un aspect vraiment orienté développeur. Donc, j'ai testé la certif CKAD, donc Certified Kubernetes Application Developer.
j'ai loupé une première fois, je l'ai eu après derrière, mais vraiment de rester vraiment d'un point de vue développeur, utilisateur de Kubernetes. Et ce que j'ai vu en fait en s'ouvrant le capot de Kubernetes, c'est que c'est pour moi trop complexe. Ok. Et puis la question que je me pose toujours, c'est que là, du coup, là, avec tous les petits pointillés, on est en train d'ajouter plein de briques. Et finalement, toutes ces briques-là, finalement, qu'est-ce qu'on essaie de faire? On essaie finalement de ressembler à un cloud provider pour être ce qu'on appelle cloud native. Bon, est-ce que ça a un intérêt? Voilà, je ne sais pas trop. Voilà, là on a ça sur Memenetes qui fait des mémés sur Kubernetes. Ça résume bien un petit peu mon état d'esprit. J'étais vraiment très content avec Docker, Kubernetes, puis finalement l'excitement, l'intérêt en fait pour Kubernetes a laissé sa place à la vue d'une montagne qu'il fallait franchir pour apprendre tout ce qu'il y a autour de Kubernetes. Et puis ça continue d'évoluer vraiment très fréquemment. Donc on va dire que moi je reste plutôt vraiment d'un point de vue utilisateur, plutôt orienté développeur qui utilise Kubernetes, mais finalement je ne veux plus regarder ce qu'il y a en dessous. Ok. Donc ça c'était la première partie. Et puis il y a une autre mouvance après derrière aussi qui est en parallèle de Kubernetes, qui a aussi des initiatives d'ailleurs portées par la CNCF, il y a des working groups dédiés, c'est le serverless. Ok. Le serverless, donc c'est un terme, voilà, on a joué avec un collègue Eric Descomptes sur le serverless pour expliquer un petit peu, trouver une définition du serverless. Donc ça, c'était courant 2017-2018. Et puis, on a un produit qui est arrivé en 2019 qui est assez intéressant, qui s'appelle Cloud Run. Ok. Alors, on va regarder un petit peu dans le détail, mais je vous l'ai dit, historiquement, on avait App Engine qui était, on va dire, le PaaS de Google, qui rentre vraiment dans l'aspect serverless, puisqu'on a du scaling de 0 à N, ça répond à des événements. Et puis, on n'a pas de notion d'instance qu'on a besoin de préchauffer, etc. Cette gestion est vraiment gérée, managée côté Google. On a aussi donc le monde du FaaS, ok, donc la notion de FaaS, donc les functional services avec les cloud functions côté Google Cloud, voilà, qui permettent vraiment aussi d'apporter une certaine glue, on va dire, par rapport à l'orchestration de vos différents services, ce genre de choses, de pouvoir trigger l'ajout d'un fichier sur Cloud Storage automatiquement, appeler une fonction qui va faire autre chose. Donc l'idée, App Engine, c'est plutôt d'uploader une application. Côté Cloud Function, c'est plutôt d'ajouter un petit bout de code qui va faire le lien un petit peu entre tout ça. Donc mettre à jour un champ dans une base de données à l'upload d'un fichier ou ce genre de choses. Et puis, voilà, on a un élément qui arrive qui s'appelle Cloud Run, qui est en fait l'idée d'avoir une solution serverless, mais qui est basée sur les conteneurs. Ok, donc on a vu App Engine en termes de valeur complexité, mais qu'il y avait des éléments un peu moins sympas. On était un peu avec des notions de vendor lock-in. C'était pas lié au monde de la conteneurisation. Et là, du coup, on va se retrouver avec Cloud Run, un nouveau produit sur l'étagère disponible. Donc Cloud Run, ça va être l'idée d'avoir un conteneur qui répond à des appels HTTP ou gRPC d'ailleurs. Enfin, on va dire, voilà, plutôt côté orienté HTTP. Son inconvénient, il va falloir, si on veut faire une infra plus complète, un peu comme ce qu'on faisait avec Kubernetes, on n'a pas un fichier tout disponible par rapport à ça. Donc, il va falloir peut-être plus décrire ce qu'on veut faire en termes d'infrastructure as code. Et on a un contrat à respecter, donc c'est écouter sur 0000, avoir un certain nombre de temps de requête voilà, qui sont inférieurs à 60 minutes, que le serveur doit démarrer en moins de 4 minutes, c'est stateless, on n'a pas d'activité de background, bref, on a un certain nombre de contraintes. Par contre, on a aussi vraiment des gros avantages, c'est qu'on va avoir un pricing model vraiment innovant. Le pricing model, ça va être l'idée qu'on va payer que le temps où on a une requête qui est exécutée sur notre service Cloud Run. Donc, on ne va pas payer pour les instances qui sont popées quand il y a une requête qui arrive, avec le temps de chauffe, etc. Là, on va vraiment avoir un pricing model qui sera, et la requête entre, ça fait un certain nombre de choses, la requête sort, et je vais payer en fait ce temps-là au niveau de ma requête. Donc, ça va vraiment l'idée d'avoir pas forcément, on peut avoir du scaling en plus de 0 à n, mais vraiment le pricing model qui n'est pas forcément lié en fait à cette notion de scaling. Okay. On va avoir un déploiement qui est vraiment très simple aussi en ligne de commande. On va retrouver ce qu'on avait un petit peu sur App Engine, c'est-à-dire la notion de custom domain, de faire du traffic splitting entre versions, donc de se dire j'ai une version N, je vais mettre à jour avec une version N plus 1, peut-être que le lendemain, la version N plus 1, je redirige 2% de mon trafic pour voir un peu ce que ça donne, pour voir un peu comment ça se comporte. Après, derrière, je vais peut-être monter d'un cran, peut-être passer à 10-15%.
Et puis, bah, on va dire à 16 heures, ça semble bien fonctionner. Je passe peut-être à 50-60%. Et puis, bah, à la fin de la journée, je passe à 100% sur ma nouvelle version. Ça, c'est vraiment des choses intéressantes aussi, de pouvoir du coup tester un petit peu comment ça fonctionne et puis surtout, bah, très rapidement revenir en arrière s'il y a un souci. Donc là, Cloud Run, on est avec un monde serverless, mais tout en ayant la portabilité des conteneurs. Donc vraiment un gros avantage. Et puis, on va avoir aussi la notion de build pack disponible. Donc ça, c'est pour toutes finalement les personnes qui veulent pas s'embêter justement avec cette technologie des conteneurs, de savoir comment faut faire un conteneur pour qu'il soit bien construit. Donc, c'est-à-dire quelque chose qui soit rapide à construire, qui a une surface d'attaque limitée, qui démarre correctement, ce genre de choses. Bah là, du coup, on a la notion de build pack. Donc, c'est une notion qui existe depuis pas mal de temps, hein, depuis même Heroku, mais qui est dans l'idée d'étudier un petit peu votre code pour construire le meilleur conteneur qui correspond. Donc, il va détecter automatiquement si c'est du Java ou ce genre de choses. Et puis, l'autre point qui est intéressant, c'est que Cloud Run, du coup, c'est un produit sur étagère, un peu comme App Engine qui vous permet de faire pas mal de choses, mais en fait, il est propulsé avec le projet Knative de Google, qui est un projet open source qu'on peut aussi mettre sur n'importe quel cluster Kubernetes. Ce qu'ils essayent en fait de montrer, c'est que Cloud Run, donc c'est la solution, on va dire, managée Knative de Google Cloud, mais si un jour vous voulez partir de ce monde-là, ben en fait, vous pouvez récupérer le YAML qui est généré, et puis du coup, bah, si vous avez Knative sur votre serveur, sur votre cluster Kubernetes, et ben vous pouvez réutiliser ce YAML-là pour popper les mêmes services. Donc vraiment l'idée de ne pas avoir ce verrou technologique avec le cloud provider qui est Google Cloud. Ce qui est intéressant par rapport à tout ça, c'est que moi, après derrière, dans ma petite grille valeur complexité, bah, je trouve que Cloud Run apporte beaucoup de valeur et que finalement, on se retrouve avec un mix avec Docker, App Engine et Cloud Run. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant avec le serverless. On peut peut-être faire un peu moins de choses, mais en termes de complexité, ça n'a rien à voir finalement avec Kubernetes. J'ai remis derrière une petite notion aussi sur la notion de serverless, juste pour essayer de réexpliquer que l'idée des serverless, donc ça c'est le working group serverless qui a fait un white paper, j'ai mis le lien, côté CNCF pour décrire ce que c'est le serverless pour eux. Et donc l'idée c'est que ça ne requiert pas de server management, donc de passer du temps à gérer ces serveurs, les mettre à jour, ce genre de choses. Que ce soit du coup un déploiement avec un modèle qui est une application, et qui toute la gestion de l'exécution du scaling et du billing soit liée en fait avec la demande qui est faite côté utilisateur. Ok. Donc typiquement, c'est vrai que Kubernetes, on démarre un cluster, on a un certain nombre de pods, de conteneurs qui tournent dessus, ben, on va payer pour ça qu'il y ait une requête utilisateur ou 1000 ou 0. Alors que là, l'idée du coup avec le monde du serverless, c'est que bah, le billing évolue aussi en fonction du nombre d'utilisateurs qu'on a de disponibles. Donc ça, c'est une autre notion aussi qui est souvent très intéressante à comprendre. Donc en fait, si je reprends mon schéma, moi, ce que j'aime bien montrer, c'est que bah, finalement, le monde du serverless, c'est quelque chose qui part voilà, de la complexité, qui veut vraiment tendre sur de la valeur, et que ça soit facile à déployer, facile à scaler, facile à monitorer, et finalement que la flèche complexité, bah, en fait, c'est le management de serveur. Et moi, en tant que développeur, bah, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. J'ai pas spécialement de compétences et d'appétence pour aller vers ce monde-là. Moi, ce que je préfère finalement, c'est peut-être délivrer de la valeur à mon produit, à mes utilisateurs. Donc, mon point de vue par rapport à ça, c'est que bah, Cloud Run, ça répond à pas mal de use cases qu'on peut faire pour des apps. Hein. On a besoin d'une app qui s'affiche en mode SaaS sur Internet, on veut faire des choses avec. Bah, en fait, il y a quand même beaucoup de choses que vous pouvez faire avec Cloud Run. Hein. C'est un des projets aussi, on va dire, où il y a beaucoup d'investissements de la part de Google Cloud. Donc ça, c'est un point très intéressant à savoir. Hein. App Engine, du coup, dernièrement, est un peu délaissé. Et puis, on a plutôt Google Cloud qui mise sur l'ajout de nouvelles fonctionnalités justement sur Cloud Run. L'autre point aussi, bon, c'est interopérable. On a vu, il y a la notion de Knative qui est supportée. Voilà, il y a pas mal de choses liées à ça. Et puis, ce que j'aime bien aussi, c'est que la dev expérience, finalement, quand on est avec Kubernetes, c'est pas toujours évident de développer comme si on était dans le monde d'un cluster Kubernetes, etc. Il y a pas mal d'éléments à installer, à comprendre. Je trouve que là, on a vraiment une notion de dev expérience, donc de DX, des fois on parle, qui est plus intéressante avec un émulateur en local, la notion de build pack. Donc voilà, on a pas mal de choses mises en place pour que finalement, d'un point de vue développeur,
ça soit très simple. Typiquement, dans les dernières mises à jour de Cloud Run, on peut directement acheter un nom de domaine pour le plugger à notre Cloud Run et automatiquement, du coup, avoir un nom de domaine personnalisé pour le service qu'on est en train de créer. Donc ça, sans quitter finalement la console Google Cloud, donc des éléments comme ça qui sont vraiment très très intéressants pour vraiment avoir quelque chose disponible rapidement sur Internet, voilà, que notre produit soit diffusé. Si on regarde aussi le monde du serverless, donc là ça date de 2020, mais je pense qu'on a à peu près les mêmes éléments aujourd'hui. Pourquoi les gens aussi s'intéressent au serverless? La flexibilité du scaling. Dans Kubernetes, on peut faire du scaling, on va dire qu'il faut quand même étudier les éléments et comprendre correctement Kubernetes. Là, avec Cloud Run, on a des éléments plus simples avec le monde serverless pour faire ça. La rapidité de développement, ça rejoint le fait qu'il y ait une développeur expérience qui soit supérieure. Enlever les tâches d'administration, donc ça c'est un élément intéressant aussi, de voir que plus on monte, on va dire, dans le monde des services managés, moins on va avoir de l'admin système finalement à opérer. Donc il y a toujours des éléments à regarder, les logs, etc. Mais voilà, on n'a pas de la gestion de serveur à effectuer. Le coût des ressources, le serverless, du coup, a un pricing très intéressant où même si c'est managé, donc il y a peut-être un surcoût au fait que ce soit managé, mais on a souvent un pricing model qui est assez intéressant et qui fait que ça coûte que quand on l'utilise. OK? Et puis après, les différents éléments, c'est que c'est orienté plutôt pour des bases événementielles par rapport à tout ça. Si je résume un petit peu, moi l'idée c'est de se dire que finalement le monde du serverless c'est intéressant, Kubernetes aussi, les deux peuvent s'aider dans le sens où justement le serverless comme on l'a vu avec Knative, on peut aussi utiliser Kubernetes, donc on peut avoir des premiers use cases où on est plutôt en mode j'utilise Cloud Run et puis à force de popper des milliers d'instances, je passe peut-être sur un cluster Kubernetes parce que maintenant je connais un petit peu plus la mise à l'échelle, j'ai peut-être des compétences disponibles, mais au début, pour commencer, c'est vrai que c'était intéressant. Et puis, on a le trend de la notion de serverless container solution. Donc, on a Amazon et Azure qui ont sorti aussi leur solution. Donc là, j'ai mis l'exemple d'Amazon qui sort App Builder, qui est dans l'idée en fait de vraiment prendre un conteneur et l'exécuter du coup et qu'il soit disponible en HTTP sur Internet. Donc vraiment la même logique que Cloud Run. Moi, ce qui m'intéresse toujours avec les cloud providers versus ce qu'on pouvait faire à la main ou autre, évidemment, c'est le bon outil pour faire la bonne chose. Et là aussi, petit warning, mais Kubernetes ne solutionne pas toutes les solutions et n'est pas forcément l'outil à utiliser partout. Et puis, il y a l'idée aussi de regarder par rapport à vos équipes, vos compétences, de trouver votre chemin finalement. Est-ce que vous êtes plus un dev et du coup plus resté dans le monde serverless ou est-ce que vous avez déjà des compétences admin et du coup, on va dire côté Kubernetes, vous allez être à l'aise. OK? Donc, c'est vraiment ça aussi qu'il faut réfléchir. Et du coup, pour compléter un peu tout ça, alors je vais arrêter mon partage et recommencer. Hop, je vais essayer de partager ma fenêtre. Tac. Non, oui, tout l'écran. Donc là, vous devez voir mon écran. Je me suis créé un petit projet dans Google Cloud qui est Cloud Events Talk et j'ai déployé j'ai un service qui s'appelle Hello DevFastMonth qui est en Europe North 1, donc en Finlande. Et puis vous voyez l'URL que je vais pouvoir copier-coller dans le chat. Hop. Et puis quand je lance, je tombe sur un élément qui est magnifique, un démo for DevFastMonth with Cloud Run. Donc ça c'est non, c'est pas très incroyable, mais voilà, c'est la première version de mon produit. Ce que je voulais montrer derrière, c'est que je vais éditer mon app et puis finalement, je vais évidemment ajouter un emoji. Ça, c'est quelque chose qu'il faut toujours faire dans les démos, c'est ajouter des emojis, sinon c'est pas très joli. Voilà, donc je sauvegarde mon élément et puis je vais d'abord soumettre tac, je vais d'abord soumettre mon conteneur. OK. Donc, regardez pas au début, c'est juste des problèmes de compatibilité Python que j'ai sur mon poste en ce moment. Donc là, il y a Cloud Build qui se met automatiquement en route. Donc là aussi, quelque chose d'intéressant, c'est que ça a uploadé mon fichier Dockerfile, ça a uploadé mon projet. Et puis en fait, c'est en train de faire la création de l'image, donc toute la partie construction du livrable. Elle n'est pas faite sur mon poste en fait là, elle est faite du coup sur Cloud Build. OK. Et donc là, il est en train de pousser, de préparer les différents éléments du coup. Voilà, il me dit que c'est fait. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre à jour
hop, le Hello d'FSMons avec une nouvelle version. Du coup, je l'ai appelé 2, je crois, de mémoire. Tac, pour du coup créer une nouvelle version disponible. Donc, il va déployer, créer la révision, le trafic. Donc là, c'est juste pour montrer que j'ai changé une ligne de code. J'ai relancé 2 commandes, une pour, on va dire, construire mon livrable, mon conteneur, et une autre pour uploader. Et puis, bah, du coup, je vais me retrouver avec ce qu'il faut ici. Donc, on va regarder en fait les différentes révisions disponibles. Hop, je vais rafraîchir. Je vais regarder aussi si c'est bien bon. OK. Donc là, dans Cloud Events, dans mon service Hello d'FSMons, j'ai bien 2 versions, OK, qui viennent juste d'être déployées juste maintenant. Et puis du coup, bah, si je rafraîchis mon élément, bah, je dois m'attendre à avoir des emojis. Cool, ça fonctionne. Donc là, l'URL que j'ai donnée tout à l'heure dans le chat, elle a été mise à jour. Donc là, on voit que la notion de révision à l'upload, ça a été automatiquement mis à jour. Donc il y a eu une promotion à l'upload. Mais finalement, j'aurais peut-être voulu pas faire comme ça. Donc il y a des possibilités pour dire que finalement, mon trafic, mon ancienne version, bah, déjà en fait, c'était la V1. Donc j'aimerais bien l'appeler V1. OK. Version 1. Tac. Et puis la deuxième, déjà, je vais la taguer aussi version 2. OK. Et puis celle qui est la dernière, je vais l'appeler test, ou ouais, test c'est pas mal, ou je vais l'appeler qualif, parce qu'en gros, souvent, ce qui se passe, c'est que je vais, donc staging, je vais l'envoyer en fait aux équipes pour peut-être tester la dernière version qui a été uploadée. OK. Ce qui est intéressant de voir là, c'est que du coup, bah, vous le voyez, hein, en termes de nom de domaine, j'ai automatiquement sur mon ancien élément une version 1-hello d'FSMons. Donc si je clique dessus, j'ai bien mon ancien élément qui est disponible. Donc j'ai eu une URL qui m'a été créée pour accéder à l'ancienne version. Et de la même manière, si je clique sur version 2, bah, ça correspond à la version que j'ai en ce moment. Donc j'ai bien des éléments du coup qui sont nommés. Donc on peut déjà imaginer qu'on peut le partager en fait à ces équipes voilà, pour faire des tests. Ce qui est intéressant de voir du coup, c'est que le trafic par défaut, donc l'URL qui est ici, est renvoyé 100% sur la dernière. Mais comme je vous l'ai dit, l'idée c'est de pouvoir gérer le trafic et de se dire, bah, en fait, ma nouvelle version, au début, je vais mettre que 5% du trafic. Et puis, bah, l'ancienne, ah oui, la dernière, donc j'ai dit 5%. Et hop. Donc là, il va mettre à jour ça. OK. Donc 5% du trafic sur la latest et 95% du trafic sur l'ancienne. OK. Donc en théorie, si je vais sur cette URL-là, qui est toujours ouvert ici, en fait, voilà, en fonction de qui je suis en termes d'utilisateur, j'ai plus de chances de tomber sur telle ou telle version. Ah, vous voyez, là, j'ai fait un refresh au fur et à mesure. Là. Donc, j'ai eu de la chance, j'ai fait partie des 5% qui accédaient à la nouvelle version. Donc, on peut imaginer comme ça, tester ces éléments au fur et à mesure. Par rapport à tout ça, les nommer, pouvoir les modifier. On voit du coup que j'ai une IHM du coup pour gérer le trafic. On voit que j'ai directement accès aux différents logs de mes éléments et que je peux filtrer du coup par exemple en fonction de la version. Ok, donc vous voyez les différents appels qui sont effectués. J'ai un certain nombre de métriques sur mon projet. Donc là, voilà, forcément les métriques elles sont assez récentes, mais voilà le nombre de requêtes, on voit qu'il y a eu quelques requêtes effectuées à ce niveau-là. Donc les logs. On a un certain nombre de triggers aussi. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on peut faire en sorte de ne pas avoir que des triggers HTTP, mais pouvoir ajouter des triggers en interne côté Google. On peut aussi limiter le trafic pour savoir si c'est du trafic interne ou externe. Et si on demande en fait l'authentification des utilisateurs ou si on autorise des appels HTTP non authentifiés. Donc typiquement, si on fait un site public, on est plutôt dans ce mode-là par défaut. Et comme je l'indiquais, bah, en fait, on peut retrouver le YAML côté Knative de nos éléments. Donc ça, c'est un élément intéressant. On peut retrouver ça. Et puis, bah, voilà, vous avez un certain nombre d'éléments comme ça disponibles par rapport à l'URL, ce genre de choses. Donc vraiment quelque chose d'assez sympa par rapport à ce qu'on est en train de préparer en termes de service. OK. Dernier point aussi que je n'ai pas précisé,
c'est qu'on a quand même des accès aux conteneurs, aux secrets, à la sécurité, aux connexions. Donc, on a quand même en fait des éléments qui sont proches en fait à mes éléments de conteneurs. Et le dernier élément que je voulais vous montrer, c'était d'indiquer, voilà, en un ensemble de paramètres aussi en termes de scaling, justement, d'indiquer si la nouvelle révision qu'on vient d'uploader, est-ce qu'elle doit recevoir du trafic immédiatement. Donc, c'est le genre de choses, du coup, qu'on peut régler. OK. Donc ça, c'est vraiment le point intéressant qu'on a avec Cloud Run et qui permet vraiment de se mettre dans un mode où on évite d'avoir quelque chose de trop complexe comme du Kubernetes par rapport à ce qu'on est en train de faire. Dernier élément, comme je l'ai indiqué, donc on peut créer des services, mais on peut gérer du coup ces noms de domaine custom. Et donc là, on peut avoir du coup des mappings. On peut même directement avoir un bouton pour enregistrer un nom de domaine comme je vous l'ai indiqué. OK? Donc c'était pour faire un petit topo sur ce qu'on peut avoir. Je vais revenir hop, sur mon onglet. OK. Du coup, il est 41. Moi, j'ai fini un petit peu la présentation. Ce qui est important de retenir, c'est vraiment de voir qu'il y a différents outils disponibles et qu'en fonction de vos besoins, vous pouvez du coup travailler sur différents éléments. Moi, ce que je trouve très intéressant avec Cloud Run, c'est qu'on retrouve en fait la flexibilité qu'on a dans le monde de la conteneurisation. Voilà, l'expérience développeur qui est quand même très sympa. Donc, on n'a plus cette notion de vendeur lock-in, on a quand même l'expérience développeur qui est très sympa, qui répond quand même à beaucoup, beaucoup de use cases, sans avoir finalement une montagne de connaissances à avoir pour un élément comme Kubernetes, où évidemment on peut aller beaucoup plus loin avec Kubernetes, mais finalement, est-ce qu'on en a besoin pour la majorité de nos use cases? Voilà, j'espère que la conférence vous a plu. Je remercie encore le GDG Mons pour cette proposition, cette invitation. Et puis, je reste disponible du coup pour des questions. Merci à vous. Ben, avant de passer aux questions, on tenait aussi à te remercier, Julien, déjà pour ta présence et pour la présentation, et aussi pour les conseils que tu as pu apporter ici. C'était une très belle présentation, c'était très instructif et aussi très passionnant. On sent vraiment que c'est quelque chose qui te passionne, le cloud, et du coup, voilà, merci. Ouais, Donc, merci. on va passer maintenant aux questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les inscrire dans le chat, etc. Julien se chargera d'y répondre. Yes. Hop, je mets mes différentes sources. Donc, il y a Memenetes qui est toujours intéressant à connaître. Il y avait le lien pour le serverless aussi, le white paper de la working group. Du coup, côté CNCF, c'est toujours intéressant à parcourir pour comprendre c'est quoi leur vision du serverless. Et puis, je crois que c'était un des rares liens qui était à donner. Ah oui, sur le GitHub, il y a toutes les explications. Ah oui, ok. Tout à fait. En fait, côté CNCF, ils créent de temps en temps des working groups temporaires pour travailler sur un sujet vraiment précis. Et donc là, ils avaient créé un working group sur l'aspect serverless pour essayer d'avoir une définition commune au niveau de la Cloud Native Computing Foundation et qui permette de prendre des éléments qu'on a un peu chez tous les cloud providers et de les réunir sous la même bannière, on va dire. D'accord. Oui, pas de souci pour les slides. Je vais les mettre sur mon speaker deck. Je peux déjà du coup indiquer le lien. Je vais les uploader juste après la conférence. Surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat. Y a-t-il des connaissances requises pour faire cela? Alors, le faire cela, c'est pour jouer avec Cloud Run. En termes de programmation, non, pas tant que ça. Il y a pas mal de docs qui expliquent un petit peu comment on doit. En gros, on doit développer une app qui est un serveur web qui écoute sur 000 et sur le port 8080 de mémoire. Voilà, donc tout ça, il y a des exemples souvent en Java, en Node.js, en Python de disponibles. Et en gros, une fois qu'on a ça,
derrière, on peut créer un peu ce qu'on veut en termes d'API ou de servir des ressources statiques. Donc, on peut imaginer utiliser un Apache, un Nginx ou n'importe quoi si tu as déjà l'habitude de faire ce genre de choses pour servir des fichiers statiques. Et du coup, de le mettre dans un conteneur Docker pour pouvoir le poder. Alors après, s'il y a des fichiers statiques, il y a aussi d'autres mécanismes qu'on peut utiliser. Hein. L'idée côté Cloud Run, c'est plutôt, par exemple, de mettre à disposition, je sais pas moi, des API aussi disponibles. Et donc, voilà, en termes de développement, ça reste très très simple. Comme j'ai indiqué après pour uploader, ils ont amélioré ça aussi, c'est que on n'est même pas obligé de savoir écrire un Dockerfile donc pour créer une image Docker. Maintenant, avec la notion de buildpack, je vais donner un lien. On a ça qui est directement disponible, du coup, pour Cloud Run. Okay, donc, il y a des éléments comme ça qui sont assez sympas, qui permettent du coup, côté développeur, de ne pas avoir trop de choses à avoir. Donc maintenant, il y a un run deploy du coup pour avoir les build packs, ok, directement disponible. Et puis autre point sur l'aspect serverless, bon, c'est peut-être un petit coup de pub, on va dire pour les Français, mais avec Thibaut, un collègue, voilà, mardi matin, on présente aussi le serverless qu'on va mettre rapidement en production. Et du coup, là, on fait des démos du coup avec un build pack qui, du coup, à partir d'une appli Java faite en Spring, de la déployer automatiquement, par exemple, sur Cloud Run avec la notion de build pack. Donc ça, c'est des choses vraiment très intéressantes, on va dire, en termes de facilité pour mettre à disposition des choses sur Internet d'un point de vue global. Voilà. Et comme j'ai montré, ce qui est intéressant, c'est que Cloud Run, ça permet vraiment de donner la main à des développeurs. Et ça, c'est plutôt chouette par rapport à ce que vous voulez faire, je pense. En plus, étudiants, souvent, on a plein d'idées, plein de projets. Donc, il ne faut pas hésiter, du coup, à utiliser ce genre de produit aussi pour des associations ou ce genre de choses, parce que le pricing model est aussi très, très intéressant. Ok. Dernière question, je pense. Pour quel type de projet est-il nécessaire d'utiliser en termes d'envergure? Ça dépend. En fait, le scaling d'instances, on a vu là, il y a un maximum, je crois, à 300 instances de mémoire, quelque chose comme ça. Donc, on ne peut pas non plus monter à, je sais pas moi, 1000 instances qui feraient la même chose, ce genre de choses. Donc ça c'est pas l'idée voilà, de Cloud Run. Je sais pas jusqu'où on peut monter. Voilà, on peut monter jusqu'à 1000 instances. Et donc, autre exemple, si on veut monter à 10 000 instances, voilà, Cloud Run, ça ne va pas vous aider. Donc, c'est là où après, derrière, on va dire, il faut passer à du Kubernetes. Pareil, si vous avez dans une démarche microservice 4-5 services qui discutent entre eux, Cloud Run peut très bien marcher du coup pour votre projet et que ça fonctionne. Par contre, avec, je sais pas moi, un service A qui appelle un service B, qui après rend la main à l'utilisateur, ce genre de choses. Si après, vous avez quelque chose de plus complexe en termes de nombre de services d'appelés, etc., déjà, autre point, c'est peut-être que niveau architecture, il faut peut-être revoir ça. Mais du coup, Kubernetes peut aider aussi à supporter ce genre de choses. Voilà. Et puis après, dans Kubernetes, on a pas mal de choses qui permettent de partir finalement d'éléments qui étaient un peu comme de la VM, donc de faire des éléments un peu stateful, dans le sens où on a, je sais pas moi, on a déjà un stockage de fichiers avec un NAS disponible, on a déjà un certain nombre de choses qu'on a l'habitude d'utiliser. On veut pouvoir utiliser ça dans le monde des conteneurs. Là, Cloud Run ne va pas vous aider. Donc, ça va être plutôt du Kubernetes. Par contre, si vous partez from scratch et que vous voulez faire en gros, je veux une appli avec un pricing model intéressant, même sans connaître les conteneurs, et je veux me connecter à une base PostgreSQL dans le cloud, Cloud Run marche tout à fait, même si ça appelle un projet B derrière, etc. Donc, on va dire que voilà, l'idée, c'est en termes d'envergure, on peut quand même aller assez loin avec Cloud Run, on ne peut pas tout faire, mais honnêtement, il faut quand même souvent, on va dire aussi que pour commencer, Cloud Run est intéressant. Et comme on l'a vu, il n'y a pas vraiment de vendeur lock-in. Donc, une fois que vous avez joué pas mal avec Cloud Run, mais que finalement, vous voyez des limitations et vous voulez passer à Kubernetes, voilà, vous avez un petit peu la première marche de passer au monde de la containerisation et de comprendre un peu tout ce mécanisme-là. La deuxième marche de comprendre un peu Kubernetes d'un point de vue développeur. Mais après, derrière, vous pouvez migrer du coup très facilement de Cloud Run à du Kubernetes pour des besoins plus évolués. Ok, donc
Moi, l'idée souvent, c'est de se dire, commençons un peu petit, voyons un petit peu ce que ça donne. Déjà, vérifier que votre produit ou votre idée ou votre projet ou votre site web, votre API fonctionne bien, enfin fonctionne bien dans un point de vue, on va dire, business finalement. Est-ce que ça répond bien aux besoins utilisateurs? Et après, derrière, peut-être, voilà, scaler un peu plus ou voir pour différents éléments. Et ça, c'est plutôt dans un deuxième temps, une fois que vous êtes à peu près sûr qu'il y a un intérêt par rapport à ce que vous êtes en train de créer. Merci beaucoup, du coup. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Ok. Encore Hop. merci pour ta présentation, du coup, Julien, et pour ton investissement. Franchement, c'était top. On espère te voir peut-être à l'un de nos prochains événements. Je pense que ça se fera d'ici l'année 2022. Donc voilà, encore merci. Très bien. Merci à vous. Bonne journée et bon courage pour ce premier Bonne journée. DAFES. Merci. Au revoir.